1000 autocars tout neufs circulent désormais en toute sécurité sur les chemins poussiéreux du Burkina Faso, là où, hier encore, ne passèrent que des charrettes, des promesses inabouties et, de temps à autre, des taxis inabordables. Ce territoire, que l'on disait autrefois financièrement brisé, s'est rebâti et livre aujourd'hui un service sans emprunt ni domination. Ici, l'or et le coton se transforment en mobilité tangible, en horaires respectés et en salaires versés chaque mois. Comment Ibrahim Traoré a-t-il pu métamorphoser un simple réseau de transport en une déclaration éclatante d'indépendance, palpable à chaque arrêt, perceptible dans chaque moteur qui s'ébroue? Sous la lumière brûlante du Sahel, ces véhicules ne transportent pas seulement des voyageurs. Ils emportent aussi, à chaque trajet, l'idée qu'un État africain peut bâtir par ses propres moyens. Le projet des 1000 bus va bien au-delà d'une prouesse logistique. Il incarne la preuve méthodique que l'on peut réaliser du concret sans la moindre aide financière étrangère. Dans un monde où chaque réforme semble dépendre d'un prêt extérieur, le Burkina Faso trace une nouvelle voie, celle du financement direct, du labeur local et de la propriété publique sans partage. L'enjeu dépasse largement la question des transports. Il s'agit de restaurer la confiance entre l'État et ceux qu'il sert, de démontrer que la rigueur budgétaire peut aussi être un acte de résistance. Chaque autocar, chaque départ à l'heure, chaque salaire versé devient une réplique à la fatalité de la dépendance économique. Ibrahim Traoré l'a affirmé sans détour. La souveraineté se jauge désormais en kilomètres parcourus. Ce défi, à la fois économique et symbolique, porte une promesse nette. Si un pays isolé et en guerre parvient à faire circuler 1000 bus sans s'endetter, alors les autres nations du Sahel peuvent, elles aussi, repousser la limite du possible. Quelques semaines à peine après l'annonce officielle, l'apparition des premiers autocars traversant Ouagadougou a bouleversé l'image du pays. 1000 véhicules flambant neufs, alignés sous les bannières rouges et vertes, ont formé une file impressionnante, défiant le poids de l'histoire et des puissances étrangères. 1000 bus financés entièrement par les ressources publiques burkinabées, sans crédit et sans conditions imposées. Pour un État que l'on disait exsangue, c'est une transformation spectaculaire. Derrière cette vitrine de modernité, une stratégie d'une fermeté incontestée. Les contrats furent négociés avec la Chine, en évitant toute médiation occidentale, fuyant ainsi les pots de vin et les intermédiaires qui minent tant de projets africains. Le financement repose sur deux richesses nationales, l'or et le coton, dont les revenus, autrefois détournés, nourrissent maintenant les routes du pays. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à faire de ce succès une victoire personnelle. À la télévision nationale, il s'est contenté d'affirmer que chaque démarrage de moteur prouve que la dépendance n'est pas une fatalité. Cette phrase, reprise des centaines de fois par les radios locales, a déclenché un véritable élan. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso, enseignants, fonctionnaires et conducteurs ont tous ressenti qu'un changement prenait racine. Pour la première fois depuis des décennies, l'État se montrait utile de façon visible. Les transports, longtemps synonymes d'attente et d'épuisement, sont devenus une expérience partagée de dignité retrouvée. Les effets d'entraînement furent immédiats. Vendeurs ambulants, stations-service, mécaniciens, tous ont vu leur activité s'intensifier. Une économie informelle naguère figée s'est remise à vibrer. Et dans les écoles, le simple fait d'arriver à l'heure est devenu un symbole d'identité nationale. Ce que certains observateurs avaient pris pour un geste purement démagogique s'est révélé être un modèle budgétaire inédit. Produire, rémunérer et distribuer localement, sans dette ni ingérence. Au cœur de cette révolution, Ibrahim Traoré avance avec détermination, fidèle à sa vision. Là où certains auraient opté pour une parade éclatante, lui choisit la discrétion des statistiques plutôt que l'exaltation des slogans, la réalité des livraisons plutôt que l'éloquence des discours. Devant les caméras, il se contente de quelques mots. Il ajuste, contrôle, donne des instructions précises. Ce dépouillement, dans un continent lassé de promesses trahies, s'impose comme une nouvelle forme d'autorité. Son credo ? Montrer l'efficacité avant de songer à la célébration. Les premiers succès viennent conforter sa méthode. Yes. Ah, les faits lui donnent raison.
3 jours seulement après les festivités, un souffle inédit traverse la capitale. Les stations de bus, jadis symboles d'attente sans fin, deviennent des carrefours où se croisent habitants et espoirs retrouvés. Les trajets se raccourcissent, les retards s'amenuisent, la ponctualité renaît parmi les travailleurs. Pour la population, ce n'est pas qu'un simple progrès de confort. C'est la démonstration que l'État peut enfin respecter ses engagements. Une institutrice de Bobo Dioulasso confie qu'elle part de chez elle sans crainte, certaine d'arriver à l'heure. Ces anecdotes ordinaires circulent plus vite que les communiqués officiels. En coulisses, un autre basculement s'opère. L'administration redécouvre la rigueur de la planification, la gestion des horaires, l'attention à la maintenance. Les services renouent le dialogue, les provinces coordonnent leurs efforts, les budgets s'équilibrent peu à peu. La machine étatique, longtemps enrayée, retrouve son rythme. Ce regain d'énergie diffuse son influence à toutes les strates de la société. Commerçants, artisans, élèves, infirmières, tous ressentent le frisson d'un pays qui, après tant d'années de dépendance, recommence à produire par lui-même. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'apparaît pas en chef charismatique, mais comme l'antithèse de la figure traditionnelle du pouvoir. Un dirigeant qui cherche la constance, non la gloire. Et dans un Sahel épuisé par les crises, cette fiabilité devient une force politique. Tout s'est joué à l'aube d'un mardi inoubliable. Des dizaines de camions alignés sur plusieurs kilomètres font leur entrée dans Ouagadougou, escortés par la gendarmerie. Sur les murs, des drapeaux rouges et verts ondulent dans l'air. Le pays entier retient son souffle. À 8 heures précises, la télévision nationale interrompt ses programmes. Les 1000 bus sont arrivés. Les images diffusent les premiers véhicules stationnés sur la vaste place de la Nation. Les chants, les danses, les cris de joie explosent. Certains laissent couler des larmes, d'autres filment sans trop y croire. Les moteurs s'animent et une colonne bleue, blanc, rouge, non pas celle d'un empire mais celle de la fierté collective, s'élance lentement au son des klaxons. Quelques heures plus tard, les réseaux sociaux s'enflamment. Les vidéos se propagent à travers toute l'Afrique de l'Ouest. De Dakar à Bamako, de Lomé à Abidjan, les messages affluent. Ah, qui sont donc ces Burkinabés? Nous aussi. L'initiative devient un repère continental. Pendant ce temps, dans les salons du palais présidentiel, Ibrahim Traoré se limite à quelques phrases sobres. Nous avons montré que le travail et la discipline valent bien plus que les promesses venues d'ailleurs. Nulle scène triomphale, nulle fanfare. Juste des directives, livrer, former, entretenir, élargir. Mais derrière la liesse, l'inquiétude monte. Les chancelleries d'Europe observent la situation avec nervosité. La presse française évoque des contrats opaques, des bus venus de Chine non conformes. Les Burkinabés répliquent par leurs actes. Les bus roulent, les écoles accueillent leurs élèves, les salaires sont versés sans retard. 3 jours plus tard, la capitale vit un rythme nouveau. Les arrêts de bus deviennent de véritables lieux de vie. Les enfants jouent autour des autobus comme s'ils découvraient un trésor. Le projet n'est plus une promesse, il est devenu réalité. Les chiffres viennent ensuite appuyer la réussite. 1000 bus déjà livrés, dont 500 supplémentaires attendus avant la fin de l'année. Le coût moyen s'élève à 80 000, 90 000 $ par véhicule. Le montant total approche les 90 millions de dollars. Une somme immense, mais sans dette, sans intérêt, sans aucune signature à Paris ou à Washington. Avant tout, la totalité des montants investis retourne dans le circuit économique du pays. Plus de 6 000 postes, aussi bien directs qu'indirects, voient le jour. Parmi les nouveaux métiers, l'on compte conducteurs, techniciens, vérificateurs et agents chargés de la sûreté. À ces emplois s'ajoutent des centaines de fonctions supplémentaires dans les ateliers de réparation et au sein des délégations régionales. En l'espace de 2 années, la part du transport collectif a progressé. Elle est passée d'un peu plus d'1% à près de 4% du produit intérieur brut. Mais, au-delà des statistiques, c'est la confiance collective qui se reconstruit peu à peu. Le règlement intégral des marchés en monnaie nationale a redonné un souffle inédit au franc du Burkinabé.
les commerçants témoignent d'une augmentation moyenne de 15% du chiffre d'affaires dans les quartiers desservis. Le taux d'absentéisme scolaire a reculé de 22% dans les provinces traversées par les lignes régulières. Les faits sont établis et Ibrahim Traoré en est parfaitement conscient. Dans ses discours mesurés, il insiste. Ces résultats ne sont pas des récompenses, mais des leviers pour la résistance nationale. À ses yeux, la stabilité ne se proclame pas, elle s'édifie méthodiquement, bus après bus, règlement après règlement, moteur après moteur. Les analystes étrangers ont d'abord parlé d'un simple feu de paille. Pourtant, les données dévoilent une dynamique solide et vérifiable. Le Programme national de transport public du Burkinabé atteint, en moins de 2 ans, un taux de réalisation de 97%. Il s'agit d'un sommet inégalé pour un pays classé parmi les 10 plus démunis au monde, selon la Banque mondiale. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie de réaffectation des budgets. Chaque dollar issu des exportations d'or ou de coton est réinjecté dans les infrastructures nationales. Le premier indicateur marquant reste la réduction notable des charges logistiques de l'État. Près de 40% d'économies depuis le lancement de la flotte. Les missions régionales se multiplient et s'organisent avec efficacité. Les déplacements officiels s'effectuent désormais en véhicules du réseau public, remplaçant ainsi les contrats privés ou pétroliers. Ces gains financiers servent à équiper de nouveaux établissements scolaires et médicaux, sans alourdir les dépenses générales. Ce changement, discret en apparence, traduit en réalité une transformation profonde. Désormais, l'État avance au même rythme que ses citoyens. Le second indicateur, c'est la progression à 4% du produit intérieur brut attribué au secteur du transport collectif. Avant l'année 2023, cette branche ne représentait qu'environ 1,2% de l'économie du pays. À présent, elle concurrence certains pans secondaires de l'agriculture. Les recettes provenant de la vente de titres de transport couvrent déjà presque 35% des frais d'entretien, une performance inédite pour un service public du continent africain. Ce résultat, souvent négligé par les sceptiques, prouve l'indépendance opérationnelle du secteur. Le troisième indicateur concerne l'effet social immédiat. Dans les agglomérations desservies, la consommation locale grimpe de 15%. Le retard des enfants à l'école baisse de 22%, tandis que les coûts de transport des familles diminuent presque d'un tiers. Ces tendances, attestées par les services statistiques du ministère de l'Économie, démontrent un gain de pouvoir d'achat et une amélioration concrète de la productivité quotidienne. Ici, le progrès se vit non dans les slogans, mais à travers chaque minute économisée, chaque trajet sécurisé, chaque sourire partagé au coin des rues. Ibrahim Traoré, toujours pragmatique, n'en fait pas un mythe. Il privilégie la rigueur budgétaire, payer en devise locale, produire sur place, maintenir le matériel sur le territoire. Chaque maillon du processus doit consolider le suivant, formant ensemble un cercle économique vertueux et autonome. Ce n'est pas un rêve, c'est une logique appliquée. Les partenaires internationaux commencent d'ailleurs à la considérer avec sérieux. De plus, le gouvernement a mis en place un fonds de renouvellement, financé par la fiscalité minière et la vente de billets. Le but affiché, rendre la flotte totalement indépendante d'ici 18 mois. Si ce délai est respecté, le Burkina Faso deviendra le premier pays du Sahel à posséder un réseau national de transport public sans dette, sans soutien extérieur, ni conditions imposées. L'impact dépasse largement le cadre des statistiques. Ce modèle, que beaucoup considéraient jadis comme irréalisable, s'impose désormais comme une référence concrète pour d'autres pays africains désireux de se libérer d'une dépendance enracinée. Dans cette dynamique, chaque moteur incarne un plaidoyer, chaque autobus trace le sillage d'une nouvelle configuration économique et politique. Les voix critiques n'ont pas tardé à se faire entendre. Aux yeux de maints analystes occidentaux, la souveraineté clamée par le Burkina Faso ne serait qu'une illusion savamment entretenue. Ils avancent l'hypothèse d'une dépendance dissimulée envers la Chine, suggérant que derrière la transparence affichée des contrats d'approvisionnement se tapirait un déséquilibre dans les échanges. Autobus contre ressources, assistance technique contre influence géopolitique. Pour ces détracteurs, l'indépendance budgétaire vantée par Ibrahim Traoré ne serait qu'un masque recouvrant une nouvelle forme d'alignement stratégique.
Certains insistent sur la fragilité de l'appareil industriel national. Selon eux, faute de fondation technologique robuste, la gestion des autobus et la fabrication locale de pièces resteraient tributaires de la Chine. En résumé, le projet pourrait fonctionner sur le court terme, mais son avenir à long terme demeure incertain, tel un édifice bâti sur des promesses. Face à ces critiques, les promoteurs du projet avancent des éléments concrets. Les accords ont reçu l'aval du Parlement, ont été rendus publics et vérifiés par la Cour des comptes. Aucun article caché, aucune clause dissimulée. De surcroît, chaque convention prévoit un transfert progressif de compétences et la formation d'ingénieurs burkinabés dans le cadre d'un plan triennal. La prochaine usine d'assemblage, actuellement en cours d'installation, doit livrer ses premiers véhicules estampillés Made in Burkina dès l'année suivante. Si certains redoutent une prise de contrôle étrangère, les défenseurs du projet y voient une coopération pragmatique. Nous ne remplaçons pas une domination par une autre. Nous tissons des partenariats efficaces, a martelé Ibrahim Traoré lors d'une intervention télévisée, mettant un terme net aux insinuations sur un néocolonialisme inversé. Cette déclaration, largement relayée, est devenue le symbole de toute sa gouvernance, mariant souveraineté et sens pratique. Le débat demeure animé, péta, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il repose sur des avancées palpables. Les autobus circulent, vérifiés. Des emplois secrets, vérifiés. Les salaires sont effectivement versés. Les idéologies s'affrontent, opposées. Mais le peuple, lui, se fie au ronronnement des moteurs. Un moment décisif survint lorsque le second accord fut dévoilé. Ce que l'on croyait être un simple programme d'achat s'est révélé une stratégie d'industrialisation complète. Derrière la livraison des autobus, Ibrahim Traoré avait déjà, dans la plus grande discrétion, paraphé un contrat de transfert d'usine d'assemblage sur le sol burkinabé. Non pas dans 5 années, ni à l'étude, mais prêt à fonctionner dès l'année suivante. Cette information, révélée quelques semaines après l'inauguration officielle, a secoué Ouagadougou, et bien au-delà. Le Burkina Faso ne voulait plus se contenter de consommer, mais aspirait à produire. Extraire, financer, fabriquer, distribuer, une chaîne intégrée, maîtrisée de bout en bout. Dans les milieux économiques africains, on commence à parler de modèles circulaires sahéliens. Pour la première fois, l'Afrique construit les routes sur lesquelles elle circule. Cette révélation a bouleversé la perception du projet. Il est passé d'une manœuvre politique à un véritable plan industriel, inédit prototype d'autonomie réelle. Et au cœur de cette mutation, le capitaine Ibrahim Traoré a imposé une conviction lumineuse. La souveraineté, c'est lorsque le moteur vrombit chez soi. Les répercussions de cette politique ont rapidement traversé tout le territoire, bouleversant les repères économiques, sociaux et politiques du Burkina Faso. D'abord au sein de l'administration, où la mise en service de la flotte a profondément modifié les pratiques. Les agents de l'État circulent désormais 10 fois plus rapidement. Les missions régionales se multiplient. Les services publics coopèrent avec une efficacité renouvelée. Et, de façon remarquable, les coûts liés aux opérations logistiques, auparavant confiés à des sociétés privées, ont diminué de près de 40%. Ce bénéfice sur le plan budgétaire a permis d'équiper de nouveaux établissements scolaires, d'acquérir des équipements médicaux modernes et d'améliorer l'accès à Internet dans les régions éloignées. La machine administrative, souvent critiquée pour son inertie, s'est soudain remise en mouvement. Pour les sociétés, le bouleversement a été tout aussi saisissant. Les réseaux d'approvisionnement se sont simplifiés, les temps de livraison ont raccourci, et les exportations agricoles bénéficient désormais d'une meilleure régularité. Des petites et moyennes entreprises locales jouent un rôle actif dans la maintenance et la formation des chauffeurs. Le secteur privé, longtemps dépendant de ressources venues de l'étranger, retrouve peu à peu son autonomie. La circulation régulière des bus a également stimulé la demande en carburant, en pièces détachées et en services de mécanique, donnant naissance à des pôles d'activité autour des dépôts régionaux. Pour la population, la différence est tangible. Le trajet qui reliait les quartiers périphériques au centre-ville, autrefois long de 2 heures, ne prend plus que 45 minutes. Les marchés sont mieux fournis, les ménages dépensent moins en transport et les élèves arrivent à l'école à l'heure. Dans les zones éloignées,
les bus arborant les couleurs nationales sont devenus des signes de fierté collective. Toute une génération découvre que l'État peut être fiable. À l'échelle régionale, de nouvelles lignes reliant le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont dessiné un corridor économique inédit dans le Sahel. Les échanges de biens progressent. Les administrations synchronisent leurs initiatives et des premiers projets conjoints, notamment dans l'énergie, émergent. Le Sahel, autrefois décrit comme une zone délaissée, se transforme en un espace intégré en pleine construction. Pour les pays voisins, le message est limpide. L'indépendance ne se résume pas à un slogan, mais s'illustre par une succession d'actes concrets. Pour Ibrahim Traoré, chaque bus franchissant les frontières du Burkina Faso porte une signification forte. Ce que nous transportons, ce ne sont pas simplement des voyageurs, mais des preuves tangibles. Cette déclaration a résonné intensément sur tout le continent. À Dakar comme à Bamako, des étudiants, des militants syndicaux, des intellectuels et des ingénieurs citent désormais l'expérience du Burkina Faso comme exemple d'autonomie opérationnelle. Le pays, jadis relégué parmi les exemples à ne pas suivre, devient un véritable laboratoire pour toute l'Afrique. Ce qui était perçu au départ comme un simple projet de transport se révèle être un puissant acte de souveraineté nationale. C'est une dynamique étatique qui roule au sens propre comme au figuré, ébranlant les convictions de ceux qui pensaient qu'aucune nation sahélienne ne pouvait se relever seule. Au sein du pouvoir, on parle peu de prédictions, mais beaucoup de feuilles de route. Ibrahim Traoré le martèle. La souveraineté se démontre dans le temps, pas dans l'instant. Néanmoins, l'avenir du programme s'imagine déjà selon 3 trajectoires. L'une prudente, une autre résolument ambitieuse, et la dernière plus incertaine. Dans le scénario modéré, la croissance continue. Les 1000 bus desservent toutes les provinces. Les revenus des billets compensent progressivement une grande part des dépenses. L'usine d'assemblage sort de terre comme prévu. Les techniciens venus de Chine assurent la transition, pendant que les équipes burkinabées prennent la relève. Dans cette hypothèse, la stabilité s'installe petit à petit. La réforme des transports devient alors un exemple pour d'autres secteurs publics, tels que l'énergie, la santé et l'éducation. Dans le scénario le plus favorable, l'usine atteint sa pleine capacité de production dès le 9e mois. Les tout premiers bus fabriqués au Burkina Faso sont livrés au Niger et au Mali, prouvant que l'économie sahélienne peut s'intégrer sans dépendre des puissances étrangères. La confiance des partenaires internationaux renaît. Quelques investisseurs africains manifestent leur intérêt pour des projets communs. Les rémunérations se stabilisent, les entrées fiscales progressent et la jeunesse citadine retrouve un sentiment d'utilité. Ce tableau évoque un enchaînement régional où l'autonomie devient une étincelle virale. Dans le contexte le plus ardu, les pressions extérieures persistent durant 6 longues années. Qu'il s'agisse de campagnes médiatiques, de sanctions voilées ou de ruptures dans l'approvisionnement, les anciennes puissances imprégnées de vieilles habitudes coloniales tentent de freiner ce progrès patient. Des actes de sabotage logistique entravent l'acheminement de certaines livraisons, la lassitude s'installe dans les ateliers. Pourtant, la base demeure inébranlable. Les infrastructures appartiennent à la nation, les techniciens sont qualifiés et la population se rallie massivement à cette cause. Même ébranlé, le système tient bon et ne s'effondre jamais tout à fait. À travers ces 3 parcours, une vérité reste immuable. La lutte la plus cruciale ne se livre pas sur le terrain des statistiques, mais dans la course contre la montre. Ibrahim Traoré mise tout sur la constance, sur la démonstration qui s'accumule inlassablement chaque jour. Car, au cœur du Sahel, la victoire authentique ne se proclame pas à grands discours. Elle se forge dans l'action quotidienne. Au-delà des chiffres officiels, ce sont les visages qui témoignent le mieux de cette mutation silencieuse. Sur les marchés de Koudougou, les commerçantes partent à l'aube et rentrent bien plus tard, sans plus redouter la nuit. À Banfora, les enfants chantent dans les bus, transformant chaque trajet en une fête roulante. À Weigouya, les infirmières arrivent enfin à l'heure, leurs tenues encore impeccables. Chacune de ces histoires individuelles devient une pièce essentielle du vaste puzzle national, celui d'un peuple qui réapprend la confiance en soi. Aminata, institutrice à Bobo Dioulasso, en est l'emblème.
Elle se remémore les années passées sous un soleil implacable, les taxis hors de prix, les heures innombrables perdues dans l'attente. Aujourd'hui, elle grimpe dans un autobus climatisé aux couleurs nationales, s'installe près d'autres enseignants et regarde défiler le paysage. Ce n'est pas qu'un simple moyen de transport à ses yeux, mais la preuve concrète que l'État n'a pas oublié les bâtisseurs de la nation. Autour d'elle, la société civile prend forme. Des comités de quartier nettoient les stations, plantent des arbres et entretiennent les terminaux. Les citoyens s'approprient ce service public avec une fierté nouvelle. Les conducteurs, autrefois mal considérés, deviennent désormais des personnalités respectées. Leur uniforme bleu symbolise désormais la modernité. Dans la ville, on ne cesse de répéter que ces bus transportent bien plus que des voyageurs. Ils transportent la dignité. Et cette dignité, Ibrahim Traoré le rappelle inlassablement, ne s'impose pas par décret. Elle se cultive, se transmet. Progressivement, le peuple burkinabé découvre sa capacité à bâtir, maintenir, organiser. Derrière ce mouvement quotidien se cache une révolution silencieuse, où chaque geste ordinaire devient un acte politique d'une puissance inédite. Le succès du programme ne tient pas du hasard, il repose sur une stratégie en 5 phases. Un processus simple, mesurable, reproductible. Ibrahim Traoré l'a voulu ainsi. Un plan limpide, accessible à chaque fonctionnaire, à chaque citoyen. La première étape consiste à renforcer la maintenance. Des centres techniques voient le jour dans chaque région, réunissant ingénieurs chinois et techniciens burkinabés pour former des équipes mixtes. L'objectif affiché est l'autonomie totale de la maintenance dans un délai de 18 mois. Deuxième étape, la formation. Les établissements professionnels introduisent de nouveaux modules en mécanique, électricité et gestion des transports collectifs. Les étudiants alternent cours théoriques et pratiques dans les ateliers publics. La main-d'œuvre devient locale, compétente, sûre d'elle. Troisième phase, sécuriser le financement. Le Trésor national crée un fonds de renouvellement, alimenté par la billetterie et les taxes minières. Aucun endettement, aucun emprunt étranger. L'économie publique se soutient elle-même. Quatrième temps, élargir le réseau. De nouvelles lignes interurbaines relient les capitales régionales, puis s'étendent vers les pays voisins. La carte est partagée, adaptable, accessible à tous. Ce tissu de lignes dessine une Afrique économique renouvelée. Enfin, vient la 5e phase, la numérisation. Une application offrira aux habitants la possibilité de consulter les horaires, de signaler les dysfonctionnements et d'évaluer la qualité du service. L'État reste en contact direct et instantané avec sa population. C'est une transformation profonde de la gouvernance. Chaque étape du projet découle d'un principe inébranlable. Ne jamais s'en remettre à des engagements extérieurs pour garantir un service essentiel. Ce que nous édifions va bien au-delà d'un simple réseau de bus. Il s'agit d'un véritable pacte de confiance, répète inlassablement Ibrahim Traoré. Si cette confiance devient une fondation solide, alors la modernité ne sera plus perçue comme un concept venu d'ailleurs, mais comme une réalité vécue au quotidien. La nuit s'installe doucement sur Bobo Dioulasso. Sous la clarté dorée des lampadaires, les bus brillent tels des promesses réalisées. Aminata les observe défiler, un léger sourire effleurant son visage. Elle se rappelle la période où chaque déplacement était une épreuve, où l'État paraissait lointain, presque irréel. À présent, elle aperçoit des regards confiants, des uniformes impeccables, des routes animées. Le pays respire à plein poumon. Dans le calme du soir, les moteurs fredonnent tels des berceuses. C'est le souffle d'une nation qui retrouve la confiance. Désormais, ces roues, ces vitres, ces fauteuils sont bien plus que de simples objets. Ils portent en eux la mémoire d'un peuple qui a refusé de se résigner. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas d'un triomphe personnel, mais d'un rappel. Notre véritable force réside dans l'action, non dans l'attente. Cette devise, inscrite sur les façades des stations et peinte sur les carrosseries, est devenue la rengaine de tout un peuple. Car chaque bus qui s'élance remet en mouvement une partie du Burkina Faso. Dans chaque coup de klaxon résonne la fierté retrouvée. Chaque trajet accompli prouve que la souveraineté a désormais un bruit,
celui d'un moteur qui tourne sans entrave. Le Burkina Faso progresse lentement, mais avec un aplomb inédit. Les routes s'animent, les moteurs vrombissent, et dans chaque bus circule une certitude. La souveraineté se vit, jour après jour. Cette dynamique impulsée par Ibrahim Traoré franchit les frontières. Elle questionne l'Afrique entière. Que pourrait réaliser un continent qui cesse d'attendre sa permission d'exister? Le monde regarde, parfois dubitatif, souvent intrigué. Pourtant, derrière les discussions, une réalité s'impose. Ces 1000 bus transportent plus que des passagers. Ils véhiculent une vision, celle d'un avenir bâti avec les ressources du pays, par les mains de son peuple. Dans cette aventure, chacun peut se reconnaître, ressentir l'élan de construire, de s'engager, de reprendre les rênes de sa destinée commune. Car le progrès n'est pas toujours une révolution éclatante. Il naît parfois simplement du démarrage d'un moteur, de l'ouverture d'une route et d'un peuple décidé à tracer sa propre voie.